Le miroir de Salem, l'histoire qui a bouleversé une communauté. À l'automne 2023, dans la petite ville de Salem, un événement extraordinaire commença à se produire, un signe qui allait bouleverser le cœur de ceux qui y vivaient et diviser tout un quartier entre foi et scepticisme. Ce récit implique une fillette de 3 ans et demi, un miroir centenaire, et une série d'événements si mystérieux qu'ils feraient douter même les esprits les plus rationnels. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous poser une question sincère: croyez-vous que la Vierge Marie continue de réaliser des miracles aujourd'hui? Si votre réponse est oui, laissez un commentaire disant « Je crois au miracle de la Vierge Marie ». Et abonnez-vous, car ici, les miracles prennent vie chaque jour. Margaret Murphy, 68 ans, était une femme à la foi inébranlable. Née et élevée dans la tradition catholique irlandaise, elle vivait dans une maison victorienne datant de 1892. Dans son salon trônait un immense miroir, héritage transmis de génération en génération depuis son arrière-grand-mère. C'était une pièce imposante, au cadre de bois sculpté, poli par le temps, qui semblait contenir les secrets d'un siècle entier d'histoire familiale. Chaque week-end, son fils Thomas venait lui rendre visite avec sa femme Sarah et leur fille Elisabeth, une fillette vive aux boucles dorées et aux grands yeux verts pétillants. Elle était la lumière de la famille, celle qui faisait rire tout le monde. Elisabeth adorait se promener dans la vieille maison de sa grand-mère et restait souvent fascinée par ce grand miroir qui dominait le salon, s'amusant à y faire des grimaces ou à observer son reflet comme si elle découvrait un monde parallèle. Mais le 15 mai 2023, un drame bouleversa leur vie. Un violent orage fit chavirer le bateau de Thomas et Sarah. Aucun des deux ne survécut. En un instant, Margaret perdit son fils unique et sa belle-fille bien-aimée. Elisabeth se retrouva sous la garde exclusive de sa grand-mère. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de démarches administratives, de nuits blanches et de larmes silencieuses. La petite fille, d'ordinaire si joyeuse, se referma sur elle-même. Elle parlait de moins en moins, restait de longs moments à fixer la fenêtre comme si elle attendait que ses parents rentrent, éclatait parfois en crises de larmes inconsolables et refusait de manger. La nuit, elle se réveillait en hurlant, appelant « maman » et « papa ». Malgré son âge, Margaret fit preuve d'un courage et d'une force qui impressionnèrent toute la communauté. Les voisins se relayèrent pour leur apporter des repas, proposer de garder Elisabeth quelques heures, et surtout pour prier avec elle. Le père Michael O'Brien, curé de la paroisse locale, vint souvent leur rendre visite, apportant réconfort et bénédiction. C'est au cœur de cette période douloureuse que Margaret remarqua un changement étrange dans le comportement d'Elisabeth. La petite fille, qui jusque-là ne faisait que jeter un œil curieux au miroir du salon, semblait désormais irrésistiblement attirée par lui. Plusieurs fois par jour, Margaret la surprenait immobile, plantée devant la glace, parfois en train de chuchoter, parfois silencieuse, l'air concentré. « Que fais-tu là, ma chérie ?» demandait doucement Margaret. « Je regarde juste, Mamie Maggie », répondait Elisabeth. « Le miroir est joli. » Margaret voulait croire qu'il s'agissait simplement d'un refuge pour l'enfant, d'un moyen d'échapper à sa douleur. Peut-être le miroir représentait-il pour elle un monde sûr, où tout restait inchangé, où ses parents semblaient encore là. Mais tout bascula le matin du 28 mai 2023, exactement 13 jours après l'accident. Margaret préparait le petit déjeuner dans la cuisine lorsqu'elle entendit la voix d'Elisabeth venant du salon. Au début, elle crut que la fillette jouait avec ses poupées, mais quelque chose dans le ton de sa voix la fit se figer. Elisabeth semblait parler avec quelqu'un, non pas dans ce bavardage solitaire des enfants, mais dans un véritable dialogue. « Bonjour, jolie dame, » dit Elisabeth, sa voix soudain joyeuse. « Est-ce que tu habites dans le miroir ?» Le cœur de Margaret manqua un battement. Elle laissa tomber le toast qu'elle tenait et s'approcha silencieusement de la porte. La scène qu'elle découvrit la cloua sur place. Elisabeth était assise en tailleur sur le tapis, tournée vers le miroir, et parlait avec l'enthousiasme d'une enfant qui s'adresse à une véritable personne. « Elisabeth, ma chérie, avec qui parles-tu » demanda Margaret d'une voix tremblante. La fillette se retourna, rayonnante. C'était le premier vrai sourire que Margaret voyait depuis l'accident. Avec la jolie dame dans le miroir, Mamie Maggie. Elle porte une robe bleue magnifique. Un frisson parcourut le dos de Margaret. Elle fixa le miroir, mais tout ce qu'elle y vit fut le reflet ordinaire du salon. « Et que te dit cette dame, mon ange ?» Elisabeth resta silencieuse quelques secondes, comme si elle écoutait une voix que seule elle pouvait entendre. « Elle m'a dit que Monsieur Patterson, le voisin, a perdu son chat hier soir, mais que tout va bien. Il dort sous la maison bleue au bout de la rue. » Margaret sentit son estomac se nouer.
James Patterson était son voisin de 72 ans, veuf depuis 5 ans. Elle savait qu'il avait un chat roux nommé Rusty, mais ignorait s'il était perdu. Plus tard dans la matinée, Margaret alla frapper à la porte de James. L'homme ouvrit avec des yeux rougis par les larmes. « Margaret, quel plaisir de te voir. »« Comment va la petite ?» demanda-t-il d'une voix éraillée. « Elle s'habitue, doucement. »« Mais toi, tout va bien ?»« C'est Rusty, » dit-il en soupirant. « Il a disparu hier soir. Je l'ai cherché partout, toute la nuit. Il est tout ce qu'il me reste. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. « James, cela va te sembler étrange, mais Elizabeth m'a dit que Rusty dort sous la maison bleue au bout de la rue. As-tu regardé là-bas » L'homme fronça les sourcils. « La maison des Johnson ?» Non, je n'y ai pas pensé, mais comment Elizabeth pourrait-elle savoir ? Je l'ignore, répondit Margaret. Mais si nous allions vérifier ? Les deux voisins se dirigèrent vers la maison victorienne peinte en bleu pâle. James se pencha sous le porche surélevé et son visage s'illumina. Rusty. Mon Dieu, il est là. Le chat sortit en miaulant, se frotta contre les jambes de son maître qui le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. Margaret, comment Elizabeth savait-elle ? Peut-être que les enfants remarquent ce que nous ne voyons pas, répondit-elle doucement, bien qu'au fond d'elle, elle n'avait aucune explication rationnelle. De retour chez elle, Margaret ne cessa de repenser à cet épisode. Était-ce un simple hasard ? Elizabeth avait-elle aperçu le chat plus tôt ? Rien n'expliquait la précision de ses propos. Et quelque part en elle, une certitude étrange naissait, ce n'était que le début. Le soir venu, Margaret décida de parler plus sérieusement à sa petite fille. « Elizabeth, ma douce, peux-tu me dire encore qui est cette jolie dame du miroir ?» Les yeux de la fillette brillèrent. « Elle est très gentille, Mamie Maggie. Elle a de longs cheveux noirs, une belle robe bleue et elle sourit tout le temps. »« Et que te dit-elle » ? ?»« Elle dit que maman et papa vont bien. Qu'ils sont dans un endroit rempli de fleurs et qu'ils ne sont pas tristes. Elle dit aussi que tu es très fatiguée, mais très courageuse. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. Jamais elle n'avait montré son épuisement devant Elizabeth, mais la petite fille le savait. « Tu as dit à la jolie dame que j'étais fatiguée. »« Non, Mamie Maggie. » C'est elle qui le savait. Margaret sentit alors un mélange d'effroi et de réconfort. Était-ce possible ? La Vierge Marie pouvait-elle se manifester à travers ce vieux miroir pour consoler une enfant en deuil ? Ce n'était que le premier signe d'une série de phénomènes qui allaient bouleverser toute la communauté de Salem et pour certains, renouveler leur foi d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Cette nuit-là, Margaret ne parvint pas à trouver le sommeil. Les mots de sa petite fille résonnaient encore dans son esprit, « Elle sait tout, et elle nous protège. » Catholique pratiquante depuis toujours, Margaret connaissait par cœur l'histoire des apparitions mariales, Lourdes, Fatima, Guadalupe. Elle avait lu tant de récits de voyants et de miracles que son cœur battait un peu plus vite rien qu'en y repensant. Pourtant, jamais elle n'avait imaginé qu'un phénomène de cette ampleur pourrait se produire dans son propre salon et encore moins que la messagère choisie serait sa petite Elizabeth, âgée d'accent grave peine 3 ans et demi. Et pourtant, elle ne pouvait pas nier ce qu'elle avait vu. L'histoire du chat de Monsieur Patterson s'était révélée vraie dans ses moindres détails. Et surtout, il y avait cette paix étrange, presque surnaturelle, qui se reflétait dans le regard de l'enfant chaque fois qu'elle revenait de ses mystérieux dialogues avec le grand miroir victorien. Depuis le drame qui avait frappé la famille, Margaret n'avait pas revu une telle sérénité sur le visage de sa petite fille. Était-ce un signe ? Et si c'était la Vierge Marie elle-même qui se manifestait ? Margaret décida de ne pas intervenir. Elle se contenterait d'observer, de noter, d'écouter. Les jours suivants, Elizabeth poursuivit son rituel, elle se postait devant le miroir après le petit déjeuner et encore une fois en fin d'après-midi, juste avant le dîner. Margaret, carnet en main, prit l'habitude de consigner chaque mot prononcé par l'enfant en sortant du salon. Le 30 mai, Elizabeth apparut le visage soucieux. « Grand-mère Maggie, dit-elle d'une voix grave, la jolie dame a dit que Madame Williams, la dame de la rue du Haut, est très malade. Elle ne le sait pas encore. Elle doit aller chez le médecin avant vendredi. » Margaret eut un frisson. Elle connaissait Helen Williams, la bibliothécaire de la ville, une femme enjouée, toujours souriante, âgée de 55 ans, qui paraissait en parfaite santé. Comment aborder un sujet aussi délicat ? Comment dire à une quasi-inconnue qu'un enfant de 3 ans avait eu une vision concernant son état de santé ?
Mais l'assurance d'Elizabeth, combinée à la précision de ses précédentes révélations, poussa Margaret à agir. Le jeudi suivant, elle se rendit à la bibliothèque municipale. Hélène était derrière le comptoir, absorbée par le catalogage de nouveaux livres. « Hélène, comment vous sentez-vous ces derniers temps » demanda Margaret d'un ton qui se voulait naturel. Hélène releva la tête, surprise. « C'est drôle que vous me demandiez ça. Je me sens un peu fatiguée depuis quelques jours. Quelques maux de tête, mais rien de bien sérieux. » Margaret inspira profondément avant de se lancer. « Peut-être devriez-vous faire un bilan médical. Ces petits signes peuvent parfois cacher quelque chose d'important. » Hélène réfléchit un instant, puis acquiesça. « Vous avez raison. Il est temps de reprendre rendez-vous avec le docteur Martinez. » Le vendredi matin, le téléphone sonna chez Margaret. C'était Hélène, bouleversée. « Je voulais vous remercier. J'ai vu le docteur hier. Mes analyses sont catastrophiques, ma glycémie est dangereusement élevée. Il m'a dit que si j'avais attendu quelques semaines de plus, j'aurais pu faire un coma diabétique. Comment saviez-vous que je devais consulter ?» Margaret resta un instant silencieuse, le cœur battant. « Parfois, on a simplement une intuition, » répondit-elle doucement. « L'essentiel, c'est que vous soyez entre de bonnes mains. » Lorsqu'elle raccrocha, elle trouva Elizabeth assise sur le tapis, devant le miroir. « La jolie dame dit que Madame Williams va aller mieux maintenant » annonça la fillette sans même se retourner. Margaret s'assit près d'elle, émue jusqu'aux larmes. « Elizabeth, peux-tu demander à la jolie dame comment elle sait tout cela ?» L'enfant resta silencieuse quelques instants, les yeux fixés sur le miroir. Puis elle dit, d'une voix presque solennelle. « Elle m'a dit qu'elle veille sur tous ceux qui ont besoin d'aide, surtout les enfants et les personnes âgées. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. Cette sagesse, ces mots empreints de compassion, semblaient provenir de bien plus loin que de l'esprit d'une enfant de 3 ans. Elizabeth se leva et serra sa grand-mère dans ses petits bras avec une force surprenante. « Ne pleure pas, grand-mère Maggie. La jolie dame dit que tout ira bien. Mais dans une petite ville comme Salem, les secrets ne durent jamais longtemps. » L'histoire du chat de Monsieur Patterson avait déjà circulé au club d'échecs. Hélène avait confié à quelques collègues ce qui s'était passé. Rapidement, les rumeurs se propagèrent, la petite fille de Margaret Murphy, la pauvre orpheline, aurait un don particulier, une sorte de 6e sens. Début juin, les voisins commencèrent à frapper à la porte de Margaret. Certains venaient avec des prétextes. « Je voulais voir si vous vous étiez bien installé, » disait l'un. « J'ai apporté quelques cookies » lançait l'autre. Mais Margaret voyait bien leur curiosité. Tous voulaient la même chose, un aperçu de cette enfant mystérieuse et de son fameux miroir. Margaret tenta de rester discrète. Elle ne confirma jamais, mais ne démentit pas non plus. Elizabeth, elle, n'avait pas les mêmes réserves. Lorsqu'une voisine, Madame Anderson, vint prendre le thé, l'enfant l'accueillit en déclarant sans détour. « Vous êtes inquiète pour votre fils, n'est-ce pas ?» Madame Anderson pâlit, manquant de laisser tomber sa tasse. « Comment sais-tu cela, ma chérie ?» Elizabeth répondit simplement. « La jolie dame m'a dit qu'il allait bien, qu'il a juste du mal à s'adapter à son nouveau travail. Elle a dit qu'il vous appellera dimanche. » Margaret rougit et tenta de détourner l'attention. « Viens, Elizabeth, allons voir comment se portent les fleurs du jardin. » Mais c'était trop tard. Madame Anderson quitta la maison, bouleversée. Et comme Margaret le craignait, l'histoire se répandit encore plus vite dans le quartier. Le dimanche, exactement comme Elizabeth l'avait prédit, Kevin Anderson appela sa mère. Soulagée et émue, Madame Anderson raconta l'histoire à tout le voisinage, confirmant ainsi la réputation de la petite voyante. La première semaine de juin, les visites se multiplièrent. Cette fois, les voisins venaient sans détour, demandant à rencontrer Elizabeth ou à voir le miroir. Margaret, partagée entre gêne et gratitude, accueillait les visiteurs mais se sentait de plus en plus dépassée. Pire encore, Elizabeth semblait se réjouir de cette attention nouvelle. Elle s'illuminait à chaque arrivée, livrant des messages spontanés. « Ta sœur en Californie va t'appeler demain avec de bonnes nouvelles, » dit-elle à Madame Kelly. « Vous trouverez l'alliance perdue de votre grand-mère dans la boîte à biscuits, » dit-elle à la famille Thompson. Chaque annonce se réalisait. Jour après jour, Margaret se retrouvait face à l'inexplicable. Elle, l'enseignante de toute une vie, la femme rationnelle et méthodique,
se voyait contrainte d'admettre que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire sous son toit. Un soir, dépassée, elle prit la décision d'aller consulter l'homme qu'elle respectait le plus, le père Michael O'Brien. Prêtre irlandais de 58 ans, pasteur de la paroisse de Salem depuis plus de 20 ans, il était connu pour sa sagesse et son équilibre entre foi et raison. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait, c'était bien lui. Margaret avait pris soin de fixer un rendez-vous avec le père Michael pour un jeudi après-midi, un moment où Elizabeth serait à la garderie. Elle se sentait à la fois nerveuse et soulagée, enfin, elle allait pouvoir confier à quelqu'un ce fardeau étrange qui pesait sur elle depuis des semaines. « Père Michael », commença-t-elle d'une voix grave, « j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très délicat. » Assise face au prêtre dans le petit bureau aux murs tapissés de crucifix et de photos de la paroisse, Margaret raconta tout, sans rien omettre, le drame qui avait emporté Thomas et Sarah, le traumatisme d'Elizabeth, ses mystérieuses conversations avec le vieux miroir du salon et surtout les prédictions de plus en plus précises qui circulaient désormais dans tout le voisinage. Le père Michael resta silencieux presque tout le long, se contentant de quelques questions pour éclaircir certains détails. Lorsqu'elle eut terminé, un long silence s'installa. Il joignit les mains, le regard baissé, comme pour prier intérieurement, puis releva les yeux. « Margaret, dit-il avec douceur, en plus de 20 ans de sacerdoce, j'ai entendu bien des histoires. Certaines relevaient clairement de l'imagination ou du traumatisme psychologique. D'autres, en revanche, défiaient toute explication rationnelle. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Croyez-vous vraiment que ce qui se passe est réel ?» Margaret inspira profondément. « Oui, » répondit-elle avec conviction. « L'Église reconnaît que Dieu peut se manifester de multiples façons, expliqua le prêtre. Et l'histoire de l'Église nous apprend que la Vierge Marie est apparue à des fidèles à travers les siècles. Souvent, ces manifestations commencent par de simples signes. Mais il faut aussi être prudent et faire preuve de discernement. Il lui expliqua les critères précis utilisés par l'Église pour examiner d'éventuelles apparitions mariales, les fruits spirituels dans la vie de la personne concernée, la cohérence du message avec l'enseignement de l'Église et l'absence de recherche d'attention ou d'intérêt matériel. Dans le cas d'Elizabeth, poursuivit-il, je vois une enfant qui a traversé un traumatisme profond et qui semble avoir trouvé un réconfort mystérieux. Les messages qu'elle rapporte sont positifs, tournés vers l'aide aux autres, et cela correspond bien au caractère maternel de Marie. Margaret osa la question qui lui brûlait les lèvres. Alors, nous devrions la laisser continuer. Mon conseil est d'observer avec soin les fruits que cette expérience produit dans sa vie et dans celle de ceux qui l'entourent. Si elle devient plus aimante, plus compatissante, plus proche de Dieu, alors nous pouvons penser que quelque chose de bon se produit. Le père Michael suggéra aussi d'établir des règles, les conversations d'Elizabeth avec le miroir devaient rester privées et ne pas devenir un spectacle pour les curieux. Et si, un jour, la situation commençait à nuire à Elizabeth ou à la famille, il faudrait tout remettre en question. Margaret quitta le presbytère avec un cœur plus léger et un plan clair en tête. Ce soir-là, elle s'assit près d'Elizabeth et lui parla avec tendresse. « Ma chérie, tes conversations spéciales avec la jolie dame sont très précieuses. Il faut les garder entre nous, comme un secret partagé. Les choses sacrées sont encore plus belles lorsqu'elles ne sont pas exposées aux yeux de tous. » Elizabeth acquiesça avec un sérieux inattendu pour son âge. « Comme quand toi et grand-père aviez vos conversations spéciales, juste entre vous deux, dit-elle. Margaret sentit son souffle se couper. Elizabeth n'avait jamais connu Harold Murphy, il était mort 5 ans avant sa naissance. « Comment sais-tu cela, mon trésor ? » La jolie dame me l'a dit. Elle m'a dit qu'il prend soin de maman et papa maintenant, et qu'il t'envoie un câlin spécial. Une vague d'émotion submergea Margaret. Harold avait toujours eu pour habitude de partager avec elle ses pensées les plus intimes, leurs projets de retraite, leurs inquiétudes pour Thomas, leurs rêves pour l'avenir. À partir de ce jour, Margaret mit en place les nouvelles règles, les conversations d'Elizabeth continueraient, mais dans l'intimité du foyer. Fini les voisins curieux qui venaient voir la fillette qui parlait avec le ciel. Avec tact, elle expliqua que l'enfant avait besoin de temps pour guérir de la perte de ses parents et que la famille souhaitait préserver sa vie privée. Pendant quelques semaines, la stratégie fonctionna. Juin s'écoula dans un calme relatif. Elizabeth continuait à avoir ses échanges avec le miroir matin et soir, mais Margaret les observait sans intervenir, notant soigneusement tout ce qu'elle disait. Un matin, Elizabeth déclara que le facteur était triste parce que sa maman était malade. Margaret, intriguée, attendit la tournée du courrier et interrogea discrètement Joe Peterson.
Il confirma, stupéfait, que sa mère de 84 ans venait d'être hospitalisée 3 jours plus tôt. Un autre jour, Elisabeth annonça que la maîtresse de maternelle était inquiète pour les résultats d'un examen médical mais que tout irait bien. Lorsqu'elle alla chercher Elisabeth à l'école, Miss Rodriguez lui confia justement qu'elle avait passé une biopsie et qu'elle attendait les résultats avec anxiété. Le lendemain, elle appela Margaret en larmes de joie, le résultat était bénin. Toutes ces coïncidences renforçaient l'intuition de Margaret, quelque chose de mystérieux était réellement à l'œuvre. Et les fruits observés étaient bons, Elisabeth devenait plus empathique, plus douce, étonnamment mature pour son âge. Son traumatisme initial semblait peu à peu s'apaiser. Mieux encore, Elisabeth se rapprochait de Dieu. Elle avait commencé à demander d'elle-même à aller à la messe avec sa grand-mère, alors qu'avant elle traînait des pieds. Pendant les prières, elle restait parfaitement concentrée, presque recueillie. « Mamie Maggie, dit-elle un soir, la jolie dame m'a appris une nouvelle prière. Tu veux l'entendre ?» Elle récita alors, avec sa petite voix claire. « Marie, mère de Jésus, merci de prendre soin de toutes les familles. Aide les tristes à retrouver la joie, les malades à guérir. Et merci de veiller sur ma maman et mon papa au ciel. » Margaret sentit ses yeux se remplir de larmes, c'était une prière d'enfant, mais si pure, si juste. Mais à la fin du mois de juin, tout bascula. Un matin, Elisabeth resta plus longtemps que d'habitude devant le miroir. Son visage était grave, presque inquiet. Elle demeura silencieuse près de 10 minutes, immobile, comme absorbée. Puis elle courut à la cuisine où Margaret préparait le déjeuner. « Mamie Maggie !» s'écria-t-elle d'une voix pressante. « La jolie dame m'a dit qu'elle doit te parler d'une chose très importante qui va arriver. » Margaret essuya ses mains et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Quoi donc, mon ange ?» Elisabeth prit une grande inspiration, le visage sérieux. Elle a dit qu'il va se passer quelque chose de très spécial dimanche, après la messe. Beaucoup de gens viendront ici, mais il ne faut pas avoir peur. Le cœur de Margaret se serra. Quel genre de chose spéciale ? Elle ne m'a pas tout dit, mais elle a dit que c'est pour aider beaucoup de gens. Et elle m'a dit que toi, Mamie Maggie, tu devras être très courageuse. Comme quand tu t'es occupée de moi après que maman et papa sont partis au ciel. Margaret la serra fort dans ses bras. Son esprit tourbillonnait, qu'était-il sur le point de se produire ? Pourquoi la jolie dame préparait-elle Elisabeth et elle-même à quelque chose d'aussi solennel ? Dimanche 2 juillet 2023 arriva. La journée commença comme toutes les autres, Margaret et Elisabeth se rendirent à la messe de 9 heures, comme chaque semaine. Elisabeth pria avec une ferveur inhabituelle, chantant les cantiques d'une voix limpide, les yeux brillants comme si elle attendait déjà cet événement mystérieux. Après la messe, Margaret s'arrêta quelques instants pour discuter avec le père Michael au sujet des préparatifs pour le prochain festival paroissial. Pendant ce temps, la petite Elisabeth, sage comme une image, traçait des dessins sur le sol avec un petit bâton, complètement absorbée par son jeu. « Père Michael !» appela une voix derrière eux. C'était Helen Williams, la bibliothécaire que la petite Elisabeth avait aidée, d'une manière mystérieuse, à découvrir son diabète. Son visage trahissait une émotion qu'elle avait du mal à contenir. « J'ai besoin de vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit la nuit dernière. » Margaret et le père Michael se tournèrent immédiatement vers elle, attentifs. « Ma sœur Nancy est venue me rendre visite depuis Boston, » reprit Hélène. Elle traverse un divorce très difficile, et depuis des mois, elle vit dans une grande tristesse. Hier soir, elle dormait sur mon canapé. Vers 3 heures du matin, elle s'est réveillée en sursaut et, elle jure avoir vu une femme vêtue de bleu, assise dans le fauteuil à côté d'elle. Le père Michael fronça les sourcils, intrigué. « Et que vous a-t-elle dit d'autre ?» La femme ne lui a pas parlé. Elle a seulement souri et a levé la main pour la bénir. Nancy m'a raconté qu'elle a ressenti une paix qu'elle n'avait plus connue depuis des mois. Et ce matin, elle n'était plus la même, elle a décidé de retourner à Boston pour reconstruire sa vie. Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle tourna les yeux vers Elisabeth, la fillette avait cessé de dessiner et écoutait la conversation avec une attention inhabituelle. « Et ce n'est pas tout », ajouta Hélène d'une voix vibrante. Nancy n'a jamais entendu parler d'Elisabeth ni de ce qui se passe ici. Mais lorsque je lui ai décrit la femme que voit Elisabeth dans le miroir, robe bleue, cheveux sombres, elle est devenue blanche comme un linge. C'était exactement la même femme qu'elle avait vue dans le fauteuil. Le père Michael resta silencieux un instant, songeur. « Hélène,
pensez-vous que votre sœur accepterait de me parler de cette expérience? Elle est déjà repartie à Boston, père. Mais elle m'a laissé ceci. Hélène sortit de sa poche un petit morceau de papier froissé. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée avec ces mots dans la tête et qu'elle les avait notés pour ne pas les oublier. Sur le papier, d'une écriture pressée, on lisait « Aujourd'hui, quelque chose d'important va commencer ». Les jambes de Margaret se dérobèrent presque sous elle. Jeudi, Elizabeth avait prédit exactement cette phrase. « Père Michael, dit Margaret d'une voix tremblante, je dois vous raconter ce qu'Elizabeth m'a dit jeudi. » Lorsqu'elle eut terminé son récit, le prêtre demeura silencieux plusieurs minutes, profondément absorbé. Quand Margaret et Elizabeth rentrèrent chez elles après le déjeuner paroissial, elles trouvèrent 3 voitures garées devant la maison. Dans le jardin se tenaient Mrs. Anderson, James Patterson et la famille Thompson, qui semblaient attendre depuis un moment. Madame Murphy, s'avança Mrs. Anderson, nous espérons que vous ne voyez pas d'inconvénient à notre visite. C'est que, des choses étranges se produisent depuis la nuit dernière et elles semblent toutes liées à Elizabeth. James Patterson ajouta. Ce matin, mon frère Paul, qui vit à Chicago, m'a téléphoné. Il m'a dit qu'il avait fait un rêve, une femme en robe bleue lui a donné un message pour Elizabeth. Margaret sentit son cœur se serrer. Quel message? Elle a dit à la petite fille du miroir qu'il est temps de partager le don qu'elle a reçu. Beaucoup de gens ont besoin que leur cœur guérisse. Elizabeth tira doucement la main de sa grand-mère. Mamie Maggie, la jolie dame m'avait dit que cela allait arriver. Elle m'a dit que je ne pouvais plus garder nos conversations juste pour nous. Tout l'après-midi, des gens arrivèrent les uns après les autres, pas seulement de Salem mais aussi des villages voisins. La rumeur d'un possible miracle de la Vierge Marie s'était répandue sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille, rapide comme l'éclair dans une petite communauté. Vers 4 heures, près de 30 personnes se trouvaient dans le jardin. Chacun avait entendu une version différente de l'histoire d'Elizabeth, et beaucoup racontaient avoir eu des rêves ou des expériences semblables à celles de Nancy. Margaret, débordée, appela le père Michael, qui arriva en 20 minutes. « Père, dit-elle à voix basse, je ne sais pas comment gérer tout cela. Elizabeth n'est qu'une enfant. » Le prêtre observa la fillette, qui semblait étrangement sereine malgré l'agitation dehors. « Margaret, laissez-moi parler à Elizabeth seule quelques minutes. » Il la trouva assise devant le grand miroir du salon. Cette fois, elle ne parlait pas, elle se contentait de regarder son reflet. « Elizabeth, tu vas bien? »« Oui, père Michael. La jolie dame m'a dit que vous viendriez me parler. »« Et qu'a-t-elle dit d'autre ?» La fillette se tourna vers lui, le regard grave. « Elle a dit qu'aujourd'hui est un jour spécial. Beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé, comme moi avant, vont sentir qu'elles ne sont pas seules. Mais elle a aussi dit qu'après aujourd'hui, je redeviendrai une petite fille normale. » Le prêtre resta surpris. « Que veux-tu dire, Elizabeth ? » La jolie dame m'a expliqué qu'elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin et qu'à travers moi, elle peut aider d'autres personnes aujourd'hui. Mais elle a dit que je dois grandir, apprendre d'autres choses, et qu'il n'est pas bon qu'un enfant porte trop longtemps les soucis des adultes. Cette sagesse sortie de la bouche d'une fillette de 3 ans bouleversa le père Michael. « Elizabeth, accepterais-tu de parler aux personnes qui sont venues ici? Pas pour leur donner des prédictions, juste pour leur raconter ce que t'a dit la jolie dame. » Elizabeth réfléchit un instant. « Je peux le faire. Mais la jolie dame a dit que ce devait être la dernière fois. » Le père Michael organisa alors une rencontre dans le jardin, à l'ombre des arbres. 30 personnes formèrent un cercle sur l'herbe. Elizabeth s'assit sur les genoux de sa grand-mère, au centre. « Cette petite fille a traversé une épreuve terrible il y a quelques mois, » commença le prêtre d'une voix grave. « Perdre ses parents est l'une des plus grandes douleurs qu'un être humain puisse vivre, surtout à cet âge. Mais grâce à sa foi simple et pure, Elizabeth a reçu un don de consolation, un miracle de la Vierge Marie. » Elizabeth parla avec toute l'innocence et la sincérité de son âge. Elle raconta combien elle avait été triste en arrivant chez Mamie Maggie, comment elle avait commencé à voir la jolie dame dans le miroir, et comment ces conversations l'avaient aidée à comprendre que ses parents allaient bien et qu'elle serait toujours aimée. « La jolie dame m'a dit que chacun de vous a le cœur blessé comme moi avant, dit-elle en balayant le cercle du regard. Elle veut que vous sachiez qu'elle s'occupe de tout le monde, surtout quand vous êtes très triste. » Une femme éclata en sanglots. « Elizabeth, peux-tu demander à la jolie dame pour mon fils? Il est mort il y a 6 mois. » La fillette resta silencieuse quelques secondes, comme si elle écoutait une voix invisible.
La jolie dame dit que ton fils va bien et qu'il veut que tu arrêtes de te blâmer pour l'accident. Elle dit que ce n'était pas ta faute. La femme s'effondra en larmes. Plus tard, elle confia à Margaret qu'elle se sentait coupable parce qu'elle avait demandé à son fils d'aller au supermarché ce soir-là. Un vieil homme demanda des nouvelles de sa femme, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elisabeth répondit doucement. La jolie dame dit que certaines maladies font partie de la vie. Mais l'amour ne disparaît jamais, même quand les souvenirs se mélangent. Pendant près de 2 heures, Elisabeth répondit aux questions, non plus par des prédictions, mais par des paroles d'espérance et de réconfort. Chacun repartit le cœur un peu plus léger, comme si la douleur qui pesait sur eux depuis si longtemps venait de se dissoudre. Ce jour-là, dans le petit jardin de Margaret, une paix nouvelle s'installa, comme un souffle venu d'ailleurs. Et tandis que le soleil se couchait, Elisabeth, épuisée mais apaisée, posa sa tête sur l'épaule de sa grand-mère. La mission que la jolie dame lui avait confiée était accomplie. Lorsque la rencontre prit fin, un sentiment de paix se répandit dans l'air comme un parfum discret. Plusieurs personnes confièrent n'avoir pas ressenti une telle sérénité depuis des mois, parfois même des années. Cette nuit-là, une fois le silence revenu dans la maison et les derniers invités partis, Elisabeth s'installa de nouveau devant le grand miroir ancien. Margaret, debout dans l'embrasure de la porte du salon, l'observait en silence. « Grand-mère Maggie », dit la fillette sans se retourner, la jolie dame a dit que c'était notre dernière conversation. Sa voix était douce mais ferme, comme si elle acceptait déjà cette conclusion. Elle m'a remercié de l'avoir aidé à réconforter les gens tristes. Elisabeth se leva et marcha vers Margaret avec le calme d'une enfant qui sait que quelque chose d'important vient de s'achever. Elle m'a dit aussi que je pouvais maintenant jouer et apprendre des choses d'enfant. Margaret la prit dans ses bras, émue, et lui demanda. « Et comment te sens-tu, mon trésor ?» « Heureuse, répondit Elisabeth simplement. « J'aimais aider les gens, mais j'ai aussi envie de jouer avec d'autres enfants et d'apprendre à faire du vélo. » Le lendemain et les jours qui suivirent, le téléphone de Margaret ne cessa de sonner. Des voisins, des amis, des personnes qu'elle connaissait à peine vinrent frapper à sa porte pour partager ce qu'ils avaient vécu lors du rassemblement du dimanche. Tous ne parlaient pas de miracles spectaculaires, mais beaucoup racontaient un regain d'espérance, une énergie nouvelle pour affronter leurs épreuves. Madame Davison, veuve depuis l'année précédente, confia qu'elle avait enfin dormi toute une nuit sans cauchemar. Monsieur Rodriguez, au chômage depuis 8 mois, retrouva le courage de lancer une petite entreprise de réparation de vélos. Quant à la famille Chen, qui avait perdu leur fille adolescente dans un accident, ils décidèrent de créer une bourse d'études en sa mémoire pour aider d'autres jeunes de la ville. Pendant ce temps, Elisabeth ne montra plus aucun intérêt particulier pour le vieux miroir. Elle entra à la garderie à temps plein, se fit de nouveaux amis, apprit à pédaler sur son premier vélo et évolua comme n'importe quel enfant joyeux et en bonne santé. Parfois seulement, Margaret la surprenait à jeter un regard songeur vers le miroir, comme pour saluer un souvenir lointain. 3 mois après les événements de juillet, le père Michael rendit visite à Margaret pour un entretien de suivi. Elle servit du thé et des biscuits faits maison avant de répondre à sa question. « Père Michael, je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé, mais je peux en décrire les fruits. » Elisabeth a complètement surmonté le traumatisme de la perte de ses parents, elle est heureuse, en bonne santé et se développe normalement. Et beaucoup de personnes de notre communauté ont retrouvé la paix et l'espérance au moment où elles en avaient le plus besoin. Le prêtre acquiesça gravement. C'est une observation sage. L'Église enseigne depuis toujours que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Margaret ajouta alors, le regard brillant. Depuis cet été, j'ai remarqué un changement profond dans notre quartier. Les gens se visitent davantage, s'entraident, s'occupent des personnes âgées, accompagnent les familles en difficulté. C'est comme si chacun avait redécouvert combien il est important de prendre soin les uns des autres. À ce moment précis, Elisabeth surgit dans la pièce, les mains couvertes de terre et le visage illuminé d'un sourire. « Grand-mère Maggie. J'ai planté toutes les graines de tournesol. Viens voir. » Margaret se leva, émue, songeant à la petite fille silencieuse et terrorisée qui était arrivée chez elle seulement 7 mois plus tôt. « Bien sûr, ma chérie. Père Michael, voulez-vous venir admirer le jardin d'Elisabeth ?» Ils se dirigèrent tous ensemble vers le jardin derrière la maison, où la fillette avait tracé des rangées ordonnées de graines. Père Michael resta un moment pensif en regardant la scène. Vous savez, Margaret, les plus grands miracles ne sont pas toujours les événements spectaculaires qui défient les lois de la nature. Parfois, ce sont de petites choses, la guérison d'une blessure invisible,
le retour du sourire sur le visage d'un enfant, la renaissance de l'espérance dans un cœur brisé, ou la redécouverte de la capacité d'aimer et de s'entraider. Elisabeth, agenouillée devant une petite pousse verte, arrosait doucement avec son arrosoir en plastique. « Elisabeth, demanda le prêtre avec tendresse, penses-tu que tes tournesols pousseront bien ici ?» La fillette leva vers lui ses grands yeux brillants. « J'en suis sûr, Père Michael. Grand-mère dit que quand on plante quelque chose avec amour, ça pousse toujours fort et beau. » Un an passa depuis cet été bouleversant. Elisabeth s'épanouissait à l'école maternelle, avait de nombreux amis et révélait un véritable talent pour le dessin et la musique. Elle ne parlait presque plus de ses conversations avec la « jolie dame », sauf lorsqu'elle voyait quelqu'un qui semblait particulièrement triste. « Cette dame a l'air d'avoir besoin d'un câlin », dit-elle un jour en voyant une voisine passer devant la maison, l'air préoccupé. « On va lui dire bonjour, grand-mère Maggie. » Et elle le faisait, non plus avec des messages surnaturels, mais avec la plus simple et la plus puissante des choses, demander à quelqu'un comment il va et lui tendre la main. Margaret repensait souvent à ces mois extraordinaires. Parfois elle se demandait si tout cela était réellement arrivé, si ce n'était pas son imagination qui avait enjolivé les événements. Mais il lui suffisait de voir Elisabeth rire aux éclats, de voir les liens d'amitié et de solidarité renforcés dans la communauté, pour savoir que quelque chose de véritable et de profond avait bien eu lieu. Le miroir était toujours à la même place, dans le salon. Les visiteurs qui connaissaient l'histoire le remarquaient souvent. Margaret se contentait de répondre. C'est un miroir qui est dans notre famille depuis des générations. Parfois, les objets les plus ordinaires deviennent spéciaux lorsque nous en avons besoin. À l'automne 2024, plus d'un an après les événements, Margaret décida d'écrire un récit détaillé de tout ce qui s'était passé. Elle voulait que l'histoire soit préservée pour Elisabeth lorsqu'elle serait plus grande. Pendant qu'elle écrivait, la petite jouait sur le tapis du salon, assemblant un puzzle. Un jour, Margaret lui demanda doucement. « Elisabeth, te souviens-tu de tes conversations avec la jolie dame ?» L'enfant s'arrêta un instant, pensive. « Je m'en souviens un peu, grand-mère Maggie. Je me souviens qu'elle était très gentille et qu'elle m'a aidé quand j'étais très triste. Elle m'a dit que beaucoup de gens devaient savoir qu'ils n'étaient pas seuls. »« Est-ce que ces conversations te manquent ?» demanda Margaret. Elisabeth secoua la tête avec un petit sourire. « Non, grand-mère. Maintenant je sais qu'elle continue de s'occuper de tout le monde, même sans parler dans le miroir. Et puis j'ai toi, mes amis de l'école, les gens de l'église et tous les voisins qui nous aiment bien. » Margaret sentit son cœur se remplir de gratitude en entendant la sagesse qui se cachait derrière cette réponse simple. « Et tu sais quoi ?» ajouta Elisabeth en reprenant son puzzle. « Je crois que quand les gens sont gentils les uns avec les autres, c'est comme si la jolie dame était là aussi. » L'histoire du miracle de la Vierge Marie à Salem nous rappelle que les plus grands miracles ne sont pas toujours les plus éclatants. Parfois, le véritable miracle est simplement le retour de la joie sur le visage d'un enfant meurtri, ou la transformation d'un quartier en une communauté où l'on prend soin les uns des autres. Et peut-être que, finalement, cela suffit pour nous tous. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'en dépit des ténèbres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si vous avez vous-même vécu une expérience de foi, n'hésitez pas à la raconter, parfois, il suffit d'un témoignage pour rallumer la flamme de l'espérance chez quelqu'un d'autre. Et si vous croyez que les miracles de Marie se produisent encore aujourd'hui, dites-le haut et fort, j'y crois. Parce qu'une foi partagée est toujours plus forte qu'une foi isolée. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où la foi, le mystère et le cœur humain se rejoignent pour créer des moments inoubliables. Dans un monde qui peut sembler froid et fragmenté, nous avons besoin de nous rappeler que l'amour, l'espérance et la compassion sont encore les forces les plus puissantes de l'univers.